Maxime Loubard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de formation, vous êtes le cofondateur d'une solution Handitech qui s'appelle Wise, de lunettes connectées, vous allez nous en reparler. Vous êtes aussi adjoint au maire d'une ville de 20 000 habitants, où vous êtes en charge notamment de l'aménagement du territoire et des transitions numériques et environnementales. Et aujourd'hui, vous êtes le co-auteur de cet ouvrage collectif. L'important, c'est toujours le CO2, qui est apparu aux éditions Débat Public et qui a été mené sous la direction de Michael Trabia, qui est le deuxième volume d'un premier ouvrage qui s'intéressait déjà à cette question et qui s'intitulait « L'important, c'est le CO2 ». Alors vous, dans le chapitre que vous signez dans cet ouvrage, vous avez une démarche que je qualifierais d'humaniste. Vous remettez un petit peu l'humain au cœur des solutions environnementales. Quel a été un petit peu le moteur de votre démarche et comment est-ce que vous conciliez ces questions d'humanisme, d'humain et de transition climatique ? Eh bien, je crois que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, d'autant plus dans l'entrepreneuriat impact, on sait pourquoi on y va. Et quand on sait pourquoi on y va, c'est que ça fait écho à beaucoup de valeurs, à une perception du monde et de l'avenir qu'on aimerait voir. Et je crois qu'aujourd'hui, l'entrepreneur doit se poser les questions de l'impact de ce qu'il crée, parce qu'il a un pouvoir phénoménal sur le futur, puisque c'est lui qui innove, c'est lui qui pense, qui crée finalement les chemins que va prendre l'humanité par la suite. Et donc il doit avoir conscience de cet humanisme-là, de se dire que la solution qu'il crée doit être profitable à l'humain, d'une part, mais aussi de son environnement. Parce que penser humain et environnement, finalement, c'est essayer de préserver l'humanité dans les meilleures conditions possibles. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, si on regarde les fractures sociales qu'il y a, si on regarde la pollution colossale sur notre planète et qui est finalement de plein de formes différentes, je ne suis pas sûr que ce soit les meilleures conditions possibles pour la suite de l'humanité. Et je crois que l'entrepreneur à impact, de surcroît, tend à proposer des solutions qui aillent dans le sens d'une résorption de ces fractures-là, à la fois sociales et environnementales. Alors, c'est très intéressant. Je me permets de rebondir sur cette question de l'entrepreneur à impact. Vous dites, en gros, il ne faut plus que l'entrepreneur soit une forme de héros OS, mais qu'il soit un héros AUT. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu ce changement de paradigme et dans le rôle même que projette aussi la société sur nos entrepreneurs aujourd'hui ? Je crois que le rôle de l'entrepreneur a longtemps été idéalisé et perçu comme quelque chose comme un modèle de réussite très puissant, encore plus aujourd'hui, parce que sont médiatisés des porteurs de projets, des entrepreneurs très célèbres qui font énormément de choses et qui ont un impact phénoménal sur la société. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cet impact est positif ou négatif ? Et je ne crois pas que, de fait, l'entrepreneur soit un héros OS, au sens où ce n'est pas lui qui va sauver la planète. Souvent, on pense ça, on a des solutions qui vont sauver la planète, qui vont sauver une société sur un point précis. Je ne crois pas. Nous-mêmes, notre solution handicap, on ne va pas sauver les gens du handicap. Par contre, on participe à un effort collectif. Ce n'est pas nous qui allons sauver l'humanité. On participe à cet effort collectif-là. Et c'est pour ça que, pour moi, l'entrepreneur est plus un héros, non pas OS, mais plutôt annonciateur d'une perspective globale. Il propose quelque chose, un modèle de société future qui inclut absolument tout le monde. Je ne crois pas que c'est la somme des quelques entrepreneurs à impact qui vont sauver le monde. Je pense plus qu'ils sont une sorte de modèle, ou qu'ils annoncent en tout cas un futur plus souhaitable qui inclut absolument tout le monde. À la fois d'ailleurs dans l'usage des technologies qui sont proposées, mais aussi finalement dans leur conception, dans la demande qu'on en fait, dans les usages qu'on veut pour le futur. Je crois que c'est... Et il y a un élément central que vous pointez du doigt, c'est aussi leur responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a ce que la technologie peut faire, mais il y a aussi ce que l'humain, ce qui est souhaitable pour notre humanité et notre environnement. Et il y a cette responsabilité-là de l'entrepreneur à impact, de ne pas aller au-delà de certaines frontières où on est dépassé par les technologies et les innovations que l'on crée. Ça, est-ce que c'est un rôle qui, selon vous, est déterminant ? Et comment est-ce que ce rôle-là, sur la question précise de l'environnement, est-ce qu'il peut s'incarner dans cette responsabilité de ne pas aller au-delà de ce qui est humainement souhaitable ? Bien sûr. Et c'est exactement le cas. Vous parlez d'ailleurs de frontières. Et c'est dans ce sens-là où je dis que l'entrepreneur ne peut pas être un héros OS et fixer les limites et lui-même faire son projet. Je crois que justement ces frontières-là doivent être collégialement acceptées, collectivement acceptées sur l'ensemble de la planète. C'est pour ça qu'à mon sens, il y a une responsabilité collective dans tout ça. On ne peut pas juste être passif et regarder des grands entrepreneurs changer le monde à leur façon,
s'octroyant finalement des permissions qui ne sont pas sans nous consulter. C'est ça en fait la responsabilité collective pour moi, c'est être attaché et attentif à ce qui se fait par tout à chacun et qu'en réponse, l'entrepreneur impact entende ces échos-là et tente de faire une solution qui soit profitable finalement à l'humanité sans que ça soit au détriment de son environnement et des conditions qu'il y a autour. Quand on parle d'humain et d'environnement, vous soulevez un paradoxe qui est effectivement très intéressant, qui paraît évident que vous l'écrivez, mais auquel je n'avais pas pensé. Vous dites on a une génération aujourd'hui, la jeune génération, qui n'a jamais été aussi investie sur la question environnementale et climatique. Et pour autant, dans l'histoire peut-être de l'humanité, c'est celle qui est le plus éloignée de la nature. Et vous mentionnez cet exemple qui est éloquent. Vous dites aujourd'hui, un jeune, il est plus susceptible de reconnaître le logo d'une marque que le chant d'un oiseau ou la feuille d'un arbre. Comment est-ce que vous arrivez à résoudre cette apparente contradiction entre un éloignement de fait et en même temps une réappropriation de la question environnementale par les jeunes ? C'est un vrai paradoxe, et c'est vrai que le modèle, cet exemple justement de reconnaître davantage des logos de marques ou d'applications mobiles que des chants d'oiseaux ou des feuilles d'arbres, il est de plus en plus populaire, mais il révèle quelque chose de très intéressant. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui vient du monde paysan, en tout cas dans sa philosophie, et qui m'a beaucoup appris autour de ça, qui m'a vraiment beaucoup sensibilisé à ces choses-là, qui lui paraissaient totalement normales et naturelles, et lui a grandi avec. Et je crois que j'ai eu cette chance-là, une fois arrivé dans le monde plutôt entrepreneurial, tout technologique, où on pense tous les jours progrès, où l'innovation est mise sur un piédestal. Ça permet de garder un peu les pieds sur terre, et finalement garder les pieds sur terre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être enraciné au sol. Et je crois qu'on est de plus en plus à se poser cette question, être dans une sorte de lévitation un peu perturbante, où on est tout le temps sur nos écrans, où on ne fait que consommer de l'information, où on n'est plus en contact avec cette nature. Et je crois que cette génération-là se pose la question de est-ce que c'est normal, est-ce que c'est une réaction biologique, métabolisme, je n'en sais rien. Est-ce que c'est une peur du futur ? Est-ce que c'est une volonté tout simplement de s'enraciner parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel puisque l'homme fait partie d'un tout qui est la nature ? Ça peut être énormément de raisons diverses et variées. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la technologie peut-être aide cette génération à se mobiliser parce que maintenant, avec les outils de communication, c'est peut-être beaucoup plus simple d'organiser ce genre de manifestations. On en a vu tout un tas dans les rues, notamment à Paris. Je ne saurais pas dire quelles sont finalement les causes profondes. C'est juste une analyse que je perçois, dans laquelle je me retrouve, cette volonté peut-être de refaire corps avec la nature, parce que si on continue de penser d'un côté l'homme et de l'autre côté la nature, je ne crois pas qu'on va pouvoir résoudre les problématiques de fracture sociale et de fracture environnementale. On est obligé de penser ça comme un système global, et faire l'un sans l'autre, c'est juste une illusion. On ne peut pas se dire on va résoudre telle fracture sociale sans se poser la question de l'impact de ces solutions sociales qu'on va proposer sur l'environnement et vice-versa. L'inverse est tout aussi vrai. On ne peut pas aujourd'hui dire tel pays ou tel continent pollue énormément, arrêtez de polluer, alors que d'autres continents par le passé ont énormément pollué pour justement s'enrichir. Ces continents-là ont un droit de rattraper peut-être ce déficit de confort et de progrès. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment une solution holistique et qui intègre et inclut absolument toutes les parties prenantes, c'est-à-dire finalement toute l'humanité. Très bien. Alors, peut-être dernière question. Vous êtes à la fois élu local, donc vous parliez d'ancrage, donc ça, c'est quelque chose qui vous est très familier. Et puis, vous êtes aussi dirigeant d'une entreprise technologique. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous la qualifiez. Donc, comment est-ce que vous faites le pont entre ces deux univers et comment est-ce qu'ils se complètent et est-ce que parfois ils se contredisent ? C'est une très bonne question. Je crois que ce qui fait le lien, ce qui fait la clé de voûte, c'est la vertu qu'on met dans son action, que ce soit la vertu qu'on met dans ses actes du quotidien ou en tant qu'entrepreneur, la vertu qu'on met dans son projet. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'innovation vertueuse, finalement. C'est cette idée de se poser la question, si j'ai une idée, quelle qu'elle soit, alors elle peut être technologique, mais vraiment c'est applicable à tout, est-ce que ce que je vais proposer a un impact positif dans la balance de l'humanité, de notre époque ? Est-ce que ça fait plus de bien que de mal ? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Il y a énormément de créations aujourd'hui, de progrès, de produits ou de services qui n'ont pas forcément une utilité phénoménale, mais qui ont un fort impact. Donc on pourrait dire que la balance penche plutôt du côté négatif. Il y a aussi des projets très positifs, mais qui ont un fort impact négatif, par exemple environnemental. Donc il faut pouvoir allier ça. Donc ça, c'est pour moi la première réflexion dans une innovation vertueuse. La seconde, c'est de se dire, pour qu'elle soit et qu'elle reste, qu'elle demeure vertueuse,
il faut qu'elle tende toujours vers une amélioration continue de son impact positif pour que le différentiel entre l'impact positif et l'impact négatif de la création d'une solution technologique, par exemple, soit toujours le plus positif possible. Parce que, par exemple, dans notre cas, on développe une solution sociale, une paire de lunettes connectées, qui a un impact positif très très fort parce qu'elle permet aux personnes paralysées de pouvoir retrouver la communication. Donc c'est très vertueux d'un point de vue humain, mais ça reste un outil technologique avec des matériaux issus de ressources plutôt rares et naturelles. Et donc il faut toujours se dire, c'est pas juste on fait un produit à impact positif, c'est bon, nous on est vertueux. C'est vraiment derrière ce cheminement perpétuel vers l'amélioration de son produit, vers un impact négatif le plus atténué possible et si possible le plus proche de zéro. Et c'est en cela qu'on fera, au-delà d'une innovation vertueuse, je pense, une humanité vertueuse. Écoutez, merci beaucoup pour cette leçon d'optimisme. Je rappelle que vous êtes le co-auteur de cet ouvrage. L'important, c'est toujours le CO2, qui est apparu aux éditions Débat Public. Merci beaucoup, Maxime Loubard. Merci beaucoup.